Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. La direction générale de l'EDD informe le public sur les mesures pour la reprise de ses activités et le directeur général était l'un des invités hier soir dans l'une de nos émissions. Et Donald Trump met fin aux relations des États-Unis avec l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour à tous. Et nous débutons cette édition par ce point de presse quotidien que nous présente chaque jour le ministère de la Santé depuis le début de la crise du Covid-19 à Djibouti. Écoutons le bilan ou les précisions avec le secrétaire général du ministère, Dr Salah Benoît Tourab. Le point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti, ce 30 mai 2020. Nous vous communiquons les résultats cumulés de 2 jours, c'est-à-dire les 28 et 29 mai. Au total, pendant ces 2 jours, nous avons réalisé 1109 tests, soit 846 tests le 28, 263 tests le 29. Le nombre total des cas positifs est de 280. 203 le 28, 77 le 29. Nous avons eu 40 cas de guéris. Malheureusement, 2 personnes sont décédées. Il s'agit comme toujours des personnes fragiles, souvent âgées, de plus de 70 ans et présentant des maladies multiples. Comme vous voyez, les données de ces 2 jours indiquent toujours une stabilité du nombre des cas positifs au Covid-19. La circulation du virus est toujours active dans la communauté. Nous constatons aussi que les patients hospitalisés dans les services de soins sont encore importants, car le nombre de guéris n'augmente pas significativement. Aussi, nous ne cessons de répéter que l'importance des règles de prévention, de lavage des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la distanciation physique d'1 mètre au minimum, la limitation de déplacement au strict essentiel et le port de masques en public doivent être impérativement suivis. Pour ce qui est du bilan global, nous avons 26 366 tests réalisés, 3 194 cas positifs au Covid-19 et 1286 personnes sont confirmées guéries. Au total, nous déplorons 22 décès. Je vous remercie. Restez vigilants. Voilà donc pour ce qui était du bilan de l'évolution du Covid-19 dans notre pays pour la journée d'aujourd'hui. Et dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur le respect des gestes barrières dans l'administration centrale. C'est un document de Abdulrahman Shibashi, Mohamed Chihem et Mohamed Hashim. C'est dans le grand format. Avec les déconfinements, les employés de l'administration publique ont également retrouvé leur bureau. Une reprise synonyme aussi des retrouvailles entre collègues venus des différents quartiers de la capitale, qui, pour certains, partagent les bureaux, ce qui par conséquent comporte ces risques quant à la propagation du Covid-19. En outre, avec la fin du Ramadan, de plus en plus d'usagers se rendent pour régler leurs documents administratifs, un autre facteur de contamination. Pour faire face à ces risques permanents, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a, par circulaire du 20 mai dernier, fixé une stratégie de management pour le personnel afin de réduire ces risques. Les personnes vulnérables et sensibles peuvent avoir des congés spéciaux. On peut aussi appliquer
le télétravail. On peut utiliser le télétravail. Il y a aussi la proposition que précise cette circulaire, il y a aussi que chaque direction, chaque ministère peut s'organiser à son niveau pour appliquer la distanciation des personnels et qu'ils peuvent travailler par shift. Pour optimiser cette stratégie et conformément au dispositif du 20 mai 2020, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration organisera bientôt une vaste campagne de sensibilisation au niveau de tous les services. Objectif, faire du respect des gestes barrières un comportement à adopter au quotidien et pendant tous les horaires de travail. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a mis en place une commission chargée de la sensibilisation. Cette commission est chargée de suivre les mesures de barrière telles que le lavage de mains, le port de manches, la distanciation, et ces commissions vont sillonner dans l'administration générale ainsi que les entreprises publiques. Et ils vont suivre aussi si les mesures sanitaires ont été respectées telles que le nettoyage des portes, des téléphones, tout ce qui est de sanitaire. Le respect des gestes barrières, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au niveau de l'administration et des établissements publics, reste la meilleure alternative dans la lutte contre les coronavirus. Employés des bureaux, cadres ou même membres du gouvernement doivent adopter ces comportements dont la finalité est de sauver leur vie et celle des personnes contacts. Déjà, le port du masque fait aujourd'hui partie du quotidien des employés mais aussi des usagers. On a instauré un système de roulement du personnel pour éviter que plusieurs personnes se retrouvent dans un même bureau. Et pour recevoir les gens, que ce soit que ce soit entre nous ou pas, nous devons porter un masque pour nous protéger et également avoir du gel à côté et puis respecter les gestes barrières. Les masques, tout ce qui est mesures de sécurité ont été mises en place. Et heureusement, tous les employés aussi sont tous préventifs et puis voilà, tout le monde se protège, quoi. L'administration, c'est formidable. Là, ça, c'est une bonne idée de faire tel travail comme ça. Travail en roulement, télétravail, mise en congé des personnes vulnérables ou respect strict pour le personnel en fonction, l'objectif reste le même, lutter efficacement contre les Covid-19 à Djibouti. Toujours en nouvelles du pays, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Roblé, entouré de ses proches collaborateurs, a pris part à une conférence virtuelle avec des experts du BIT, Bureau international du travail, sur l'impact et les conséquences dues à la crise du Covid-19 sur le marché du travail. L'objectif de cette réunion consistait à discuter autour du plan élaboré par le ministère du Travail et chargé de la réforme de l'administration en réponse aux impacts de la crise du Covid-19. À cette occasion, le ministre a informé les experts et les différentes décisions et mesures entreprises par le gouvernement pour faire face à cette situation de crise afin de minimiser les conséquences et impacts sur le marché du travail et sauver des emplois. Dans son intervention, le ministre a cité quelques points parmi les différentes actions menées par son département ministériel en riposte à cette pandémie du coronavirus, notamment l'attribution de l'indemnité compensatrice aux salariés et l'allocation aux entreprises. Il a souligné également que le ministère se concerte régulièrement avec les partenaires sociaux pour la concrétisation de toutes ces actions et les directeurs des différents départements du ministère qui ont participé à cette rencontre ont intervenu chacun dans son domaine respectif. Et dans son intervention, le directeur général de l'Institut national d'administration publique, Charmarké Idriss, est revenu donc sur les différents points qui ont été abordés lors de cette conférence et sur cette réunion. On l'écoute. Son Excellence le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, entouré de tous ses hauts responsables, ont pu avoir une réunion, une discussion directe avec l'ensemble, le directeur régional d'ADIS pour le Bureau international du travail, entouré des différents spécialistes domaines. Il s'agissait avec eux d'examiner les voies et moyens, d'étudier un programme de riposte et de résilience transmis par nos soins. Et donc nous avons pu échanger tour à tour. Ils ont donné leur avis et leurs commentaires. L'ensemble des directeurs présents à cette réunion ont exprimé leur avis également. Nous pensons que nous avons réussi à informer ces responsables, le partenaire le plus privilégié de notre institution. Il s'agit en premier lieu de la régulation du marché du travail. Un deuxième axe sera focalisé sur la relance de l'emploi décent.
Le troisième axe sera focalisé sur l'importance qui sera accordée au secteur non structuré, surtout les réfugiés et les migrants. Le quatrième axe sera attrait sur la santé et sécurité au travail. Le cinquième axe sur la formation, nouvelle formation didactique qui sera adaptée à la nouvelle circonstance. Le sixième axe qui est non des moindres, le plus important, sera la protection sociale. Donc la protection sociale qui marche, il faudra l'élargir à l'ensemble des secteurs de l'économie. Il s'agissait simplement d'être proactif, de présenter aux partenaires du BIT un programme global, adapté et ciblé pour que nous puissions disposer d'une vision globale et d'un document de référence pour relancer la machine de la croissance et de l'emploi. La Direction générale de l'électricité de Djibouti informe le public sur la reprise de ses activités sur nos antennes. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'EDD, Jama Ali Guelleh, était hier soir l'invité vedette de l'émission phare de la RTD, Hanrat Kahoromarka, intitulée donc Chemin vers le développement, présenté par l'animateur Mustafa Hassan tous les vendredis. Après avoir fait l'historique de l'EDD, le directeur général Jama Ali Guelleh a estimé que l'EDD s'est beaucoup développé depuis l'indépendance, un développement synonyme de progrès de notre pays. Le directeur a mis l'accent également sur les mesures barrières mises en place par l'EDD en respectant les consignes contenues dans le décret présidentiel concernant le déconfinement et la reprise progressive des activités. Jama Ali Guelleh a répondu aux questions de la population lors de l'émission interactive donc, qui a accueilli également de nombreux internautes. L'entreprise autonome de l'électricité de Djibouti a mis en place des facilités pour le paiement des factures en mettant en place des structures d'accueil pour les clients au Palais du Peuple en attendant d'ouvrir ses guichets dans un délai proche. Selon le directeur général, un test massif de tous les employés de l'EDD a été mené sur les 3 sites au boulevard de la République et Centrale. Les usagers de l'EDD seront accueillis par les employés, tous exemptés donc du virus Covid-19. Certains employés positifs ont été traités également. Les mesures barrières ont été mises en place pour l'accueil des clients, pour le paiement des factures au Palais, aussi dans les autres centres d'accueil des clients. Le directeur Jama Ali Guelleh a aussi répondu aux certaines questions intéressantes du public en cette période de pandémie du virus de Covid-19 dans notre pays et sur les perspectives à venir de l'entreprise concernant la connexion électrique avec l'Éthiopie, la diversification de la production de l'énergie propre dans notre pays qui est bien avancée avec le solaire, la géothermie et l'éolienne. Bref, l'intervention du directeur général Jama Ali Guelleh était réussie avec la participation du grand public et les réponses aux différentes questions de notre collègue Mustafa Hassan. Les réponses aux questions étaient palpables et intéressantes pour la population djiboutienne. Et pour vulgariser sur les points importants soulevés hier soir dans l'émission Hanqat Kahoromarka par le directeur général de l'EDD, Jama Ali Guelleh, nous avons invité sur le plateau de ce 15h un haut responsable de l'EDD, M. Omar Hussein. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous êtes chef de service pour la subdivision nord de l'EDD, également président du conseil régional de la très belle région de Tadjoura. Merci dans un premier temps d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement suivi l'intervention du directeur général hier soir dans l'émission ici à la RTD et vous avons également vu les différents points qui ont été traités à l'EDD donc à partir de ce déconfinement progressif et la reprise des activités. Que pouvez-vous nous dire dans un premier temps ? Merci. Et effectivement, j'ai suivi avec une très grande attention l'intervention du directeur de l'EDD. Et comme vous l'avez aussi résumé comme vous l'avez dit dans votre résumé, et ça a touché tous les points que concerne l'énergie, c'est-à-dire l'évolution depuis les années et que l'EDD a fait, et les perspectives de développement, surtout en énergie renouvelable que la population attend beaucoup, et sur aussi les capacités futures de l'EDD qui seront certainement vers l'éolien, la géothermie, le solaire. Ce sont des questions vraiment intéressantes. Et moi, je pense que c'était une très bonne intervention
j'espère que le public a apprécié l'évolution. Les a encore un chemin à faire. Et je pense que les peuples djiboutiens seront contents. L'avenir est prometteuse. Alors, vous êtes chef de service subdivision Nord, c'est-à-dire que vous êtes responsable de la branche EDD du Nord du pays. Alors, comment se passent les choses à votre niveau, puisqu'à Djibouti, plusieurs centres d'accueil ont été mis en place, comme nous avons pu le voir sur la vidéo, pour accueillir les clients en cette période de crise. Comment cela se déroule-t-il à Tadjoura? Que ce soit à Tadjoura, dans la capitale ou dans les autres régions, les directives de l'EDD sont identiques pour tous les responsables. Et nous, en fonction du déconfinement qu'on a eu, et suite aux différents circulaires du Premier ministre, comme vous l'avez cité, l'EDD au nord, aussi bien au sud, a pris des mesures de déconfinement et qui va permettre aux clients de payer en toute sécurité. Et comme ça s'est fait des 3 sites que vous avez cités à Djibouti, les mêmes gestes de barrière seront fixés, c'est-à-dire qu'il y aura un tri déjà, un accueil des clients espacé réglementairement, et la caisse, pour vous dire que les caisses, on les a modelées de fait que le client ne puisse pas approcher déjà les caissières ou le caissier. C'est-à-dire qu'une distanciation parfaite est faite en mesure et avec les gestes de barrière en conformité. Nous avons vu sur les images, pour toute queue ou accueil des clients, des plaques ont été posées sur le sol pour justement marquer la distanciation sociale. Un des grands progrès, on va dire, de l'accueil de l'institution. Exactement, ce que vous avez vu. Et ça encore, c'est répété dans tous les bureaux. Là, vous avez vu à Djibouti. Et c'est répété dans tous les bureaux qui vont accueillir le public à l'EDD. Alors, concernant les paiements des factures, je suppose qu'ils se déroulent également de la même façon que dans la capitale. Pareil. Pareil, toujours avec licenciation, à tour de rôle, il y a déjà un filtrage. On ne permet pas aux clients de se regrouper. Et comme vous avez vu, il y a des marquages au sol qui permettront à ce que dès qu'une personne a fini, l'autre personne rejoint et la personne précédente sort d'une autre porte, ils ne se croisent pas. Et donc, les masques aussi sont obligatoires. Donc une question que se posent pratiquement tous les Djiboutiens, puisque nous étions durant 2 mois, presque 2 mois en période de crise et que tout le monde était confiné, les activités étaient à l'arrêt, je pense, pour surtout les petits travailleurs, les travailleurs du quotidien, on les appelle. Comment est-ce que vous gérez cela? Est-ce qu'ils arrivent à payer les factures comme tous les autres? Comme vous savez, on était en période de confinement, donc les clients ne pouvaient pas avoir accès à la caisse. C'est suite aussi au décret qui a été publié. Donc, nous l'avons respecté. En ce qui concerne maintenant, comme l'a dit le directeur, on est en train de faire une reprise. Donc, en fonction des moyens du client aussi, certainement, nous allons gérer au cas par cas. Alors, merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Nous avons également remercié le chef de service de l'information qui vous a permis d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à vous et très bonne journée. C'était le président du conseil régional, Monsieur Omar Hussein, également chef de service pour la subdivision Nord pour l'EDD. Dans le reste de l'actualité, l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, regroupant les 6 collectivités territoriales de la République de Djibouti, pour la ville de Djibouti, région d'Ali Sabié et les autres régions, a tenu le 29 mai, hier, une réunion de son bureau exécutif à Tadjoura. Présidée par Fatouma Awal Ousmane, maire de la ville de Djibouti et présidente de l'ANCLD, cette réunion a permis d'examiner plusieurs questions touchant à la vie de l'association. Ainsi, dans l'ordre du jour de cette rencontre a porté sur les points suivants: l'adoption d'un plan d'action de juin à décembre 2020, la mise en place des commissions thématiques de l'ANCLD, la contribution de l'ANCLD et des collectivités territoriales dans la lutte contre le Covid-19, l'état des cotisations ANCLD. Tous les membres du bureau exécutif, sans exception, se sont mobilisés et ont pris part à cette réunion. Après avoir débattu et traité les différents points à l'ordre du jour, le bureau exécutif a félicité les différentes collectivités pour leur mobilisation et aux actions de l'ANCLD pour les efforts fournis pendant ces temps difficiles de la crise sanitaire du Covid-19. Confronté dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, donc dans cet agenda, ce qui a été important,
c'est que d'abord, on avait discuté de la mise en place des commissions thématiques. Comment peut-on aussi créer une bibliothèque dans le domaine de la décentralisation, puisque nous avons maintenant une université. Et si jamais il y a des étudiants qui veulent se spécialiser dans le développement local et la décentralisation, il leur faut une documentation dans ces thématiques. Il a été aussi question de comment mettre une stratégie, une véritable stratégie de communication et de plaidoyer pour faire avancer ce processus ô combien transversal et complexe. Donc, du moment que maintenant les régions ont des dotations budgétaires, il faut que chaque entité décentralisée, chaque région ainsi que la mairie s'acquittent de leur cotisation annuelle depuis 2018. Finalement, on a discuté de la coopération décentralisée parce qu'à travers cette coopération décentralisée, on peut faire des jumelages, on peut obtenir des financements, toujours bien sûr dans le cadre de comment améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Je vais remercier vraiment avec un hommage très appuyé M. Omar Hussein, qui est le président de Tadjoura, qui nous a bien accueillis, qui nous a pris en charge pratiquement tout un week-end, du jeudi jusqu'au samedi. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit tout le temps. Moi, je dirais merci, chers collègues et président de Tadjoura. Je remercierai également le président de la République et son gouvernement qui ont voulu à ce que la décentralisation soit un pilier du développement local. Merci. Et pour le président Omar Hussein, cette réunion a permis entre autres d'évoquer de nombreux points importants qui étaient en instance à cause de la pandémie du Covid-19 et d'envisager des actions futures. C'est pourquoi il nous a été indispensable de s'associer avec le gouvernement dans les actions contre le Covid-19, car les collectivités ne sont pas en reste de cette action menée contre cette pandémie, ayant déjà entrepris des actions à son niveau, la sensibilisation et la distribution des masques, ainsi que de vivre bien donc, sur la proximité appartient aux collectivités locales. Le président Omar Hussein a enfin rappelé qu'il était nécessaire pour nous tous de faire avancer le processus de la décentralisation et faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que la décentralisation soit bien entendu le pilier du développement. On l'écoute. Et ceci nous a permis d'évoquer plusieurs points qui étaient en instance à cause du Covid et d'envisager les actions futures. Considérant que les collectivités ont une part importante dans la gestion et l'organisation des localités et la promotion de la décentralisation. Il nous est paru important de nous associer aussi avec le gouvernement sur l'action du Covid. Et les collectivités ne sont pas en retard. Et on a fait déjà à notre niveau plusieurs actions concernant la sensibilisation, distribution des masques et distribution des vivres. La proximité appartient aux élus locaux. Les élus locaux doivent prendre leur part, doivent être aussi leur dédiés. Et leur considération est importante dans ce processus. La finalité est que nous nous sommes entendus tous sur l'avancement de l'état de la décentralisation. Actuellement, nous avons déjà entamé notre 3e année et il est important que nous puissions avancer. Et pour cela, on a décidé aussi de faire des plaidoyers au niveau du gouvernement, les freins qui s'y imposent, parce qu'il faut voir la décentralisation et le côté local comme un pilier de l'action gouvernementale et un plus à apporter pour notre... Et dans le reste de l'actualité, le déclenchement de la crise sanitaire occasionnée par le Covid-19 a eu un impact sans précédent sur notre pays, à l'instar du reste du monde. Cependant, elle n'a pas été la seule source de soucis de la gendarmerie nationale. L'institution a constaté une nouvelle forme de criminalité qui ne manque pas d'ingéniosité. Afin d'empêcher et de prévenir l'entrée sur notre territoire de toute substance illicite depuis la fermeture des frontières, le haut commandement de la gendarmerie nationale a pris des mesures. Entre autres, de renforcer des unités judiciaires en moyens
humains et matériels, ceci en vue de stopper toute infiltration de marchandises illégales. Dans ce contexte, depuis peu, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié ont constaté une recrudescence des trafics illicites d'herbes de cannabis dans le chef-lieu de la région d'Ali Sabié. Ainsi, un travail de collecte de renseignements, des opérations d'observation et de surveillance ont été entrepris pour déterminer le point d'entrée de cette substance illicite dans notre territoire. À la surprise des gendarmes, l'herbe de cannabis qui circule dans la ville d'Ali Sabié provient d'une cannabiculture locale. Elle est issue d'un jardin situé dans la localité de Assamo, un lieu agropastoral où le climat est propice à une grande variété de cultures. Conscient de l'ampleur de l'affaire, le commandant groupement judiciaire a dépêché à Ali Sabié les experts en drogue et stupéfiants de la brigade d'identification criminelle. Cette décision a été prise en vue de soutenir leurs collègues à identifier et analyser ces drogues. Et dans la matinée d'hier, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié, accompagnés des experts de la BIC, ont effectué une descente dans un jardin situé à Assamo. Sur place, ils ont découvert 25 plantes d'herbes de cannabis. Il s'agit d'une variété communément appelée Sensemilia, qui signifie en français sans graines. Cette variété est plus dangereuse que celle habituellement consommée à Djibouti en raison de sa forte concentration en delta 9 à tétrahydrocannabinol, qui est le principal actif du cannabis. Toutes les plantes ont été déracinées et saisies. Cette opération a également permis de mettre la main sur 2 cannabiculteurs. L'un d'eux est un Éthiopien spécialement venu dans le but d'enseigner la méthode de culture aux trafiquants djiboutiens. Ce dernier étant la 2e personne impliquée, a également été arrêté lors de cette descente. Durant leurs interrogatoires, ils ont confessé avoir voulu gagner de l'autonomie face à l'importation du cannabis éthiopien, cela afin d'inonder et d'avoir le monopole du marché local via leur récolte. À l'issue de l'enquête diligentée en flagrance, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de la gendarmerie profite de cette occasion pour rassurer la population et réaffirmer que peu importe l'ingéniosité de ces trafiquants qui ne se soucient guère d'autrui, la gendarmerie ne cessera pas de les traquer, s'il le faut, de jour comme de nuit. Éradiquer le mal qu'ils infligent à notre jeunesse est la priorité de l'institution militaire. Le sous-lieutenant Abdullahi Ali Rayale, commandant la compagnie de gendarmerie de la région d'Ali Sabié, a donné une brève explication sur la manière dont ces gendarmes ont démantelé ce réseau de cannabiculteurs. On l'écoute. Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 qu'a connu notre pays, mes gendarmes et moi avions constaté que le chef-lieu de la région d'Ali Sabié et ses environs ont soudainement connu une flambée de trafic de produits stupéfiants. Sachant que le haut commandement de la gendarmerie a mobilisé l'ensemble des unités judiciaires pour mettre un terme à l'entrée de cette drogue sur les territoires et malgré la fermeture des frontières, nous nous sommes posé la question de comment justement cette drogue a fait son entrée dans la ville d'Ali Sabié. Ainsi, le commandement et gendarmes de la brigade d'Ali Sabié ont déclenché une enquête riche en rebondissements qui s'est soldée par la découverte d'une culture de cannabis dans un jardin à Assamo. Compte tenu de l'ampleur de l'affaire, le commandant groupement judiciaire a mobilisé les experts en drogue et stupéfiants de la brigade en identification criminelle qui se sont déplacés à Ali Sabié pour nous renforcer. Dans la matinée du 29 mai 2020, à 6 heures, les gendarmes ont effectué une descente sur le jardin à Assamo où plus de 25 plantes matures d'herbes de cannabis ont été retrouvées. D'après les experts en drogue et stupéfiants, il s'agit d'une variété communément appelée Sensemilia, signifiant en français sans graines. Cette variété d'herbes de cannabis est composée uniquement des plantes femelles, donc sont plus concentrées en delta 9, tétrahydrocannabinol, principe actif du cannabis. Il est à noter que cette variété de stupéfiants est beaucoup plus dangereuse que celle consommée régulièrement dans notre pays en raison de cette forte teneur en delta 9 THC. Dans le cadre de cette opération, les gendarmes ont pu mettre la main sur des individus, dont un cannabiculteur éthiopien venu spécialement de l'Éthiopie pour apprendre aux trafiquants locaux la manière de cultiver cette variété d'herbes de cannabis, mais aussi les trafiquants djiboutiens ayant écoulé la marchandise sur les marchés locaux. Dans leurs auditions respectives, ils ont déclaré avoir voulu gagner en autonomie
en matière de culture des cannabis est approvisionner les marchés de ce qu'ils ont appelé un cannabis 100% djiboutien. À l'issue de l'enquête diligentée, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. De nombreux pays, notamment en Europe, lèvent progressivement les mesures de confinement, réouverture des frontières et reprise de certains vols, tour d'horizon. Une église donc, qui rouvre ses portes comme un symbole. Au Portugal, comme ailleurs en Europe, les mesures de confinement sont progressivement levées à mesure que l'épidémie du coronavirus ralentit. En France, pour ce long week-end de Pentecôte, l'interdiction d'aller à plus de 100 km de chez soi tient toujours. Cette mesure sera levé mardi. Et également, ce vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a prononcé le lancement d'une plateforme numérique pour partager les données sur la lutte contre l'épidémie. Le patron de l'OMS a rappelé à cette occasion que tous les traitements contre le Covid-19 devront être accessibles à tous. Cela dit, l'OMS devra désormais se passer du large financement américain. Donald Trump donc a en effet annoncé que les États-Unis coupaient les ponts avec l'OMS jugée trop complaisante vis-à-vis de la Chine. Et justement, Donald Trump a mis à l'exécution sa menace de couper les ponts avec l'Organisation mondiale de la santé qui l'accuse de complaisance envers Pékin au moment où la ville de New York, très affectée par le Covid-19, se prépare à reprendre une partie de ses activités. Le président américain a annoncé hier mettre fin à la relation entre son pays et l'OMS qui l'accuse depuis le début de la pandémie de se montrer trop indulgente avec la Chine où le coronavirus est apparu en décembre avant de se répandre sur le reste de la planète. Les États-Unis, qui vont traditionnellement les premiers bailleurs de fonds de l'agence onusienne, vont rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent, a-t-il déclaré à la presse. Cette annonce survient alors que la pandémie continue de faire des ravages aux États-Unis, en Amérique latine et en Russie, de plomber l'économie mondiale et menace de reprendre de l'élan en Corée du Sud. Et enfin, aux États-Unis, toujours nombreuses manifestations pour dénoncer les violences policières. Aux États-Unis, des manifestations ont été organisées hier dans plusieurs grandes villes. Des rassemblements qui font suite à la mort en début de semaine de George Floyd, un noir américain, lors de son interpellation à Minneapolis. Le policier qui a conduit l'interpellation tragique a été inculpé pour homicide involontaire. Mais cela ne semble pas apaiser les tensions. D'autant que le président américain a eu des propos équivoques sur Twitter. Il a écrit « Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles ». Il s'en est expliqué hier. Quand il y a des pillages, a-t-il dit, les gens se font tirer dessus et ils meurent. Et si vous regardez ce qui s'est passé la nuit dernière et la veille, vous voyez, c'est très courant. C'est ça que je voulais dire. Mais ces propos de Donald Trump sont considérés comme une apologie à la violence. Le réseau social Twitter a mis un signalement à Donald Trump en ce sens. George Floyd a été arrêté pour un délit mineur et lors de l'interpellation, plaqué violemment au sol par les policiers, il s'est plaint de ne plus pouvoir respirer avant de décéder. Sa famille réclame une inculpation du policier pour homicide volontaire avec préméditation ainsi que l'inculpation des autres agents de police. Ce drame a entraîné plusieurs nuits de violence à Minneapolis et les autorités locales y ont instauré un couvre-feu et la garde nationale a été déployée pour tenter de ramener le calme. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.